Bonjour, je suis Claudio Alessi, coach sportif, professeur d'arts martiaux, l'un des fondateurs de l'association No Difference et je suis aujourd'hui sur la libre antenne de Radio People. Salut Claudio. Salut Philippe. Comment vas-tu? Écoute, très bien, très bien. Toi, tu es un hyperactif. Ah ouais, moi je bouge pas mal. Là. Parce que, je veux dire, tu étais à Biarritz, après les États-Unis, retour ici en Suisse et tout. C'est extraordinaire. On va faire tout ce parcours parce que tu es un homme bon. Écoute, j'essaie... B-O-N, tu vois, le bon, un bon fond et tout. Tu pourrais garder les choses pour toi. Tu pourrais avoir une dimension spirituelle, une connaissance de toi-même, un dépassement, d'aller plus loin que les limites que nous accorde, on va dire, la nature ou la vie. Et puis finalement, garder ça pour toi, puis être très heureux. Mais non, tu partages. Et tu partages avec des gens qui en ont vraiment besoin, ou peut-être avec des gens qui ne croient pas que c'est possible, ou qu'on peut dépasser et repousser les limites. Et ça, c'est quelque chose que tu as de merveilleux en toi. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle aujourd'hui. Moi, on va repartir depuis le tout début. C'était déjà un combat oui. Prématuré, c'est juste? Oui, né prématuré, grand prématuré, puisque j'avais pas encore 6 mois, donc 3 mois de couveuse, 3 mois de combat, 3 mois de est-ce qu'il va vivre, 3 mois de beaucoup d'interrogations pour ma maman, mon papa, enfin à l'époque c'était un peu complexe, surtout à cette époque-là, hein, il y a presque 50 ans en arrière quand même, et je m'en suis pas trop mal tiré, ça a été pas mal d'efforts dans des points de vue différents, au niveau articulaire, au niveau pulmonaire, au niveau respiratoire, j'ai eu énormément de problèmes jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Ensuite, il a fallu travailler sur le surpoids. Ensuite, il a fallu travailler sur l'asthme. Ensuite, voilà, toutes ces complications. Que ça remonte aussi loin, c'est la lutte. Il faut lutter pour être bien, simplement être bien, il faut lutter. Alors oui, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, une lutte et à la fois des sacrifices. Parce que à 5 h du matin, vous vous faites réveiller par votre papa pour vous amener dans les toutes premières roses du matin à pieds nus. Parce que pour lui c'était sa mère qui lui avait inculqué ça quand on avait des problèmes de respiration et tout. Donc là vous pleurez, vous n'avez pas envie de vous lever, mais il vous amène. C'est pour votre bien tout ça. Donc quelque part vous luttez. Ensuite quand vous avez vos camarades qui sont très performants en course, par exemple, simplement les courses où on devait tourner autour de l'école, pour moi c'était la croix et la bannière, parce que mon souffle c'était loin d'être top, donc il a fallu que je travaille là-dessus. Indirectement j'avais beaucoup de force, j'avais énormément de force. Est-ce que c'est dû au fait que au niveau de la couveuse, au niveau de tout ce qu'on a dû mettre comme médicament pour un petit peu me reconstruire, il y avait des éléments qui faisaient que j'avais beaucoup de force, mais par contre rien ne tenait. J'avais les os qui lâchaient, les articulations qui se lâchaient, j'ai fracture de cheville, problème de genoux, problème de ligaments, enfin, etc., etc. Et ensuite, bien sûr, il y a eu tout le côté construction dans cette douleur, mais peu à peu, ça s'est estompé. Et c'est un petit peu mon travail avec les sportifs d'élite, aller les rechercher à l'intérieur d'eux-mêmes, des sportifs très doués, très forts, avec des qualités incroyables, mais qui malheureusement ont des choses qui font qu'il n'y a pas cette étincelle, cette performance, même dans le travail d'équipe. On doit transcender une équipe. Mais c'est comme je dis toujours, il faut décrocher la lune pour avoir ce résultat. Oui, c'est bien joli de décrocher la lune. Mais si on décroche et qu'on s'obstine à décrocher l'illusion de la lune, qui serait le reflet de la lune sur une flaque d'eau, au moindre rayon de soleil, la flaque d'eau, elle fond. Et l'illusion disparaît. Et à quelque part, cette lune que je dois décrocher, elle est réelle. C'est un emblème, c'est une force. Et c'est ce dépassement que j'aime inculquer aux sportifs d'élite. Et ce travail m'a beaucoup appris et j'en suis venu à m'occuper de personnes en situation de handicap. Et grâce aussi à toutes ces personnes en situation de handicap, j'ai pu travailler sur d'autres axes pour les sportifs d'élite. Et c'est un échange extraordinaire. Le programme d'aujourd'hui à l'entraînement va être en fonction de ce que dégage l'élève, dans ce que dégage le groupe par rapport à l'énergie qu'il y a. C'est très important de travailler avec l'énergie du moment et l'énergie de l'instant. Parce qu'on peut avoir des programmes, bien sûr, des choses claires. Demain, je vais faire tel groupe musculaire avec telle partie souplesse, telle partie, etc., etc., etc. Puis, je vais m'octroyer à 10 h 15 une demi-heure de méditation. Comment je sais qu'à 10 h 15, je vais pouvoir faire de la méditation? La méditation fait partie de quelque chose qui nous est propre à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'heure pour faire de la méditation. La méditation, c'est un appel de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc si je rentre chez moi et que je promène mon chien, puis qu'en promenant mon chien, je me sens l'âme de méditer, je médite en marchant. C'est ce côté-là qui est très intéressant, c'est ce côté instinctif qu'on a un peu perdu dans tout ce qui est programmation clivée, etc., etc., etc. Et cette liberté,
donne lieu et permet des performances incroyables. Parce qu'on est dans l'instant par rapport au potentiel réel de l'athlète ou du non-athlète. Voilà, cette recherche est très intéressante. Et depuis ma naissance, les réponses que j'ai, c'est que si on y croit, si on peut, si on doit, on y arrive. Et alors, on peut être un peu foufou, artiste, ça m'arrive complètement. Hein. Et par contre, quand il y a des choses à faire qui sont des choses concrètes, réelles, sérieuses, elles doivent être prises d'une manière à la fois instinctive, mais extrêmement rigoureuse. Et c'est cette rigueur qui m'a été inculquée. Étant donné que mon papa était dans la marine, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était beaucoup plus âgé que ma maman, il est parti, j'avais 19 ans. Et voilà, ensuite j'ai une enfance qui est fractionnée d'arts martiaux, j'ai commencé très tôt, de foot, de pêche avec mes copains. Tu commences quand les arts martiaux? Vers quel âge? À l'âge de 4 ans, en découvrant... C'est la boxe? C'est la boxe. Ouais. Qui te fait découvrir ça? Mon oncle, on était dans un marché à Gênes, et il y avait le marché, ça hurlait partout. Et puis moi, je faisais un peu des histoires pour aller au marché, à 4 ans, hein, vous tournez comme une girouette. C'était à Gênes, et au port. Et il me dit, bon, viens, on descend. Lui était boxeur professionnel dans sa jeunesse, très très bon boxeur, et il me dit, ouais, qu'est-ce qui te plairait comme jouet? Et il y avait des gants qui pendouillaient, rouges. Et j'ai dit, je veux ça. Il me dit, ah bon? Puis il me les prend, il me les achète. Et puis il me dit, bon, bah maintenant je vais t'apprendre. Puis il m'a mis les gants, et on a commencé, tout gentiment, sur ses mains. Après, j'ai commencé à être un peu plus demandeur, et il venait, il me faisait ma leçon. Et c'était assez assidu. Et ensuite, je suis venu au karaté tout de suite derrière, puisque mon papa travaillait dans un endroit où à l'époque il n'y avait pas de dojo, et il s'entraînait derrière le restaurant dans une cour, Domino, restaurant à Genève, de Jean Monnet, qui a l'académie de karaté à Genève. Et nous, tous les enfants des papas qui étaient là-bas, ben, on avait des pseudos de gi, karaté gi, parce qu'on fait une erreur en Europe, on parle de kimono. Mais le kimono... C'est le judo, non? Non plus. Non, le kimono, c'est l'habit traditionnel du japonais. Quand vous allez au Japon, ils sont en kimono quand ils vous reçoivent. Je veux dire, l'habit traditionnel du japonais, c'est le kimono. La tenue du pratiquant d'arts martiaux, c'est ou en karaté-gi, gi la voix, hein, la voix de l'art de la main vide, ou en judo-gi, ou en do-gi, do la voix, gi la pratique, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais mon premier karaté-gi qui était fait dans ces sacs de toile de jute où il y avait les patates. Oui, le fameux sac de patates brun. Cauchemar, voilà, cauchemar, transpiration, gratouille, tout. C'était tous nos premiers trucs. Avec la ceinture, c'était ces ceintures de déménagement où on prend les pianos. Là. Voilà. On était tout contents avec ça. On ressemblait à des... Je sais pas, mais on ressemblait. Et quand j'ai eu mon tout premier karaté-gi, mon professeur Henri Jordan m'a dit, on va voir si tu vas ressembler à un boulanger ou à un karatéka. Voilà, parce que c'était blanc et tout. Et on était tout contents, voilà. Et puis ensuite, la suite fait que j'ai pu faire ma carrière dans les arts martiaux. Tous ces problèmes physiques depuis tout petit, qu'est-ce qui se passe? On lutte. Le fait de faire un sport de combat ou un art martial donne des éléments de combat, mais vraiment, où on doit se confronter à l'autre, où on doit apprendre à gérer, et ça donne des armes supplémentaires, parce que jusque-là, mon combat était à l'intérieur de moi. Et donc, ça a amplifié ma force mentale pour lutter à la fois sur moi-même et sur mes capacités contre l'autre. L'autre qui était mes maladies, mes problèmes et tout ce qui va avec. Et donc tout ça a renforcé la thèse que dans un art martial, on retrouve l'équilibre du corps et de l'esprit, avant même le combat. C'est bien, c'est une belle réflexion. Peut-être ce qui m'a interpellé dans ces sports et ces arts martiaux, c'est justement la diversité des techniques. J'étais boulimique d'apprendre. Savoir comment pouvoir maîtriser quelqu'un au sol ou en corps à corps quand on vous agrippe, sans peut-être le mettre KO sur une droite ou un uppercut ou un coup de coude ou un coup de genou ou un coup de pied. Ensuite, avoir une notion de distance un peu plus longue avec les jambes, pouvoir mettre à distance une agression qui viendrait comme ça vous attraper, comment le maîtriser à distance. Le karaté m'a beaucoup interpellé avec les techniques de jambes, il y a même eu le taekwondo à un moment. Donc on se dit tiens, maîtriser ça. Et toutes ces maîtrises des axes différents m'a donné vraiment un intérêt dans l'art martial. À un moment donné, je m'entraînais plus pour apprendre les différentes cultures
comme j'ai approché d'autres styles encore plus anciens, juste pour la culture et l'apprentissage du mouvement. Mais j'ai toujours, à la fin, j'ai quand même gardé que le karaté en compétition. Sans rentrer dans les compétitions des autres sports. J'avais fait un peu de boxe en compétition aussi, mais c'est surtout le karaté qui a été mon vecteur de compétition. Alors j'ai été depuis le 1er mai 2011, j'ai été par John Blooming nommé 8e dan. Ouais, c'est un peu ça, j'aime bien rassembler les talents et les états d'esprit, créer une émulsion de tout ça et passer des jours avec plein de gens qui ont tous dans l'art ou dans la culture des choses à amener. Je trouve que cette fusion des mondes est très intéressante et très riche, elle fait vivre les gens. Et en fait, ce mélange de cultures arrive à des stades des fois où les rencontres sont très intéressantes. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés lors de mes salons et qui maintenant travaillent ensemble. C'est une belle réussite. Merci Philippe d'avoir pris le temps de cette interview. Merci beaucoup à Radio People d'exister. Comme ça, on peut se prononcer, on peut donner plein d'infos. Merci beaucoup.